j'ai été arrêté donc le 12 juillet 1985 à N'Djamena Sabangali. J'ai passé 4 ans et j'ai été libéré le 7 mars 1989 avec l'accord de Bagdad. C'est après la guerre que l'université venait d'ouvrir ses portes. On n'avait pas tous les professeurs, on n'avait pas la structure nécessaire. Donc, du coup, j'ai eu une bourse privée de mon oncle Fache Balam qui était à Cotonou. Il faut dire que Fache Balam était en opposition avec Hissène Habré, donc il est basé à Cotonou. Donc, il m'a trouvé une bourse, et cette bourse donc, devait me conduire en Allemagne, à Bonn, pour que je puisse, n'est-ce pas, étudier. J'avais, n'est-ce pas, entre la sociologie, n'est-ce pas, et la médecine, mais moi j'ai opté pour la sociologie. Et à la veille de mon départ, parce qu'il fallait pas qu'il y ait de soupçons. Vous savez, sous Hissène Habré, tout était soupçonné ou soupçonnable. Donc, nous, on était une équipe de quelques 10 personnes qui ayant bénéficié de cette bourse. Et à la veille de mon départ, donc, les agents de la DDS sont venus ce 12 juillet 1985. Donc, ils m'ont demandé à partir avec eux, qu'ils avaient quelques questions à me poser. Nous sommes partis, ils m'ont fait monter, n'est-ce pas, dans une pick-up. Et dans cette pick-up, il y avait des militaires. Et alors, de là, nous sommes allés à la DDS, cette nuit-là. Arrivé à la DDS, on nous a séparés. Et moi, on m'a introduit dans une salle. On m'a fait asseoir et la première question, ces deux personnes, habillées en civil d'ailleurs, ces deux personnes m'ont dit, mais pourquoi tu vas aller en rébellion? J'ai dit, mais comment? J'ai été surpris. J'ai dit, mais je ne comprends pas ce que vous dites. Donc, quand j'ai commencé à argumenter, ils ont dit, bon, ça va, on va voir ça demain. Donc, ils m'ont introduit dans une cellule. Déjà, dans cette cellule, il y avait une dizaine de personnes. Au lendemain, on m'a encore extrait, donc ça s'est fait comme ça 2-3 fois. Mais je n'ai pas changé d'argument, je n'ai pas changé de position. Et je suis resté, n'est-ce pas, sur mon argumentation. Et à la DDS, après 2 semaines, la cellule là, ne pouvait pas nous contenir. C'était tellement exigu. Ces 10 quelques personnes que j'ai trouvées, nous sommes arrivés à 50 personnes. Donc la poubelle ne pouvait pas nous tenir et parce qu'on avait aussi un petit récipient dans lequel, n'est-ce pas, on faisait nos besoins. Et donc, il faut dire, là, pour la première fois, j'ai été tellement choqué du repas qu'on nous présentait. Le repas était horrible. Et moi, je me dis, même mon chien ne mangerait pas ce repas. Donc, c'était difficile. Je ne voulais pas manger, mais il y avait un vieux là à côté. Parce qu'on ne nous ouvrait qu'à 17 h pendant ces 2 semaines. Il me disait, il me rappelle cette phrase, mon fils mange car demain tu mangeras à la même heure. Donc, je me suis efforcé, mais ces jours-là, il faut dire que même mes larmes ont coulé. Alors de là, nous sommes allés aux locaux, bien escortés. C'était, lorsque vous voyez le locaux, du coup, c'était assez lugubre. Parce que c'était noir, mais lugubre. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Donc, on nous a introduits dans une cellule. On avait inauguré, c'est nous qui étions, n'est-ce pas, les premières victimes ou prisonniers, si vous le voulez, à être dans cette cellule dénommée la cellule B. Donc, c'est aux locaux, n'est-ce pas, de détention que j'ai passé, n'est-ce pas, toute ma détention. Il faut dire qu'en prison, j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont marqué. D'abord, j'ai commencé à être un blanchisseur des soldats. Il faisait venir tous les habits du quartier, ça je l'avais. J'ai en même temps été cuisinier, d'abord des militaires et puis la grande cuisine des prisonniers.
Et la chose qui m'a beaucoup plus marqué, c'est que j'ai été fossoyeur moi-même. Donc on était un groupe de 5-6 personnes. Chaque jour, on était chargé d'aller, n'est-ce pas, enterrer nos collègues qui mouraient, qui venaient du camp de martyrs, de la gendarmerie, de la piscine, des locaux même. Donc on allait, n'est-ce pas, les enterrer à la sortie nord-ouest de N'Djamena, ce terrain qu'on appelle Amrargos, la plaine de mort. Et à Amralgoz, hein, là où on enterrait les gens, rares sont les gens qu'on enterrait seuls dans le trou. Le minimum, c'était 2 personnes, minimum, dans une fosse. Et pendant que les batailles de Chaloba Kalaïd se faisaient, on a fait venir des prisonniers et du camp de la gendarmerie, ce jour-là, nous avons extrait 37 corps. 37 corps. Et aujourd'hui, si vous voyez les images qui passent un peu partout, ce film, n'est-ce pas, Le chasseur des dictateurs, et ces crânes qu'on sortait, c'est justement de cette fosse commune de 37 personnes que mes collègues et moi-même avons enterré de nos propres mains. Donc, c'était quotidien, hein? C'était 2, 3, 4, 5 personnes, 10 personnes, 12 personnes, 37 personnes. Chaque jour, il fallait, n'est-ce pas, enterrer ces gens qui mouraient simplement parce qu'ils ont manqué de soins. Une petite nivaquine, une petite aspirine, une injection pouvait, n'est-ce pas, sauver la vie de ces gens. Mais puisque la DDS en soi constituait une machine à broyer les gens, constituait une machine d'exterminer les gens, alors on laissait, n'est-ce pas, à mourir les gens qu'on pouvait facilement sauver, puisqu'il y avait là une infirmerie. Il fallait, n'est-ce pas, garnir cette infirmerie, n'est-ce pas, de produits. Il fallait, n'est-ce pas, emmener ces gens à l'hôpital, dans des centres un peu plus sophistiqués, pour que ces gens... Mais on ne le faisait pas. Donc, la philosophie, en fait, c'était de laisser les gens mourir à petit feu. À petit feu. Donc, j'ai été également témoin des massacres de Hadjaraï. Hadjaraï qu'on venait sortir par un groupe, par un nombre de 10 personnes. Et avant que je ne sorte, les Ahawa commençaient déjà à être arrêtés. Donc, le massacre de Hadjaraï, Rose Lokissim, Khadija, la fille arabe. Donc, même les viols. Je suis témoin des viols. Lorsque nous sommes enfermés, les militaires, n'est-ce pas, venaient dans les cellules des femmes, extraire des femmes, aller les violer. Je me rappelle que Kaltouma, cette jeune arabe, très belle d'ailleurs, qui au matin nous dit, mes frères, j'ai été violée par 3-4 personnes la veille. Et, curieusement, cette jeune arabe est morte quelques jours plus tard. Et c'est moi qui l'ai enterré. À boire, c'est pas qu'on s'est levé comme ça et il s'est nabré et jugé. Non, on a fait du travail, comme des fourmis. On s'est sacrifié, en dépit de l'humiliation, en dépit de frustration. Donc c'est tout un sacrifice. Et cette douleur, nous l'avons convertie en la soif de justice. Et raison pour laquelle nous sommes ici à Dakar et Hissène Habré est en train d'être jugé. Je crois que c'est le couronnement de cette longue lutte, de ce long travail ardu, abattu par les victimes, abattu par les avocats, abattu, n'est-ce pas, par les organisations nationales et internationales. Et voilà, nous sommes en train de voir le forum. Les menaces, c'est mon lot quotidien. C'est mon lot quotidien. Au téléphone, par personne interposée, j'ai, n'est-ce pas, des visites inopinées chez moi. Donc, vous savez, en janvier dernier, pendant qu'on était en procès, j'ai été renversé par une voiture. J'étais sur ma moto, j'ai été renversé par une voiture. Et, bon, je ne sais pas. Vous savez, au Tchad, tout peut arriver. Au Tchad, c'est un pays d'imprévision. C'est un pays de je ne sais pas quand. Donc, tout peut arriver. Parce que, vous avez, c'est Nabré parti, c'est vrai, mais le lot des agents de la DDS sont là au pays. Ils continuent, n'est-ce pas, à nous narguer, quand bien même. Il faut dire que ce procès est une satisfaction totale pour moi et pour les victimes. Parce que, comme je l'ai dit, c'est le fruit de notre travail.
Et nous sommes en train d'écrire l'histoire d'un pays qui a souffert. Un pays qui revient de loin, le Tchad. Il faudrait que la jeune génération puisse savoir ce qui s'est exactement passé sous avant. C'est l'histoire. Il faudrait que de la matière soit donnée aux hommes de lettres, aux philosophes, aux sociologues, n'est-ce pas, pour qu'ils réécrivent l'histoire de ce pays. Parce que nous avons besoin, après ce procès, qui est pédagogique, pour que plus jamais, que ce soit au Tchad, que ce soit en Afrique, que ce soit, n'est-ce pas, en Syrie, aux États-Unis ou ailleurs, personne ne puisse lever un bras pour tuer son prochain. C'est là, en fait, le sens profond de notre lutte. Quand bien même, le procès, nous sommes les premiers concernés, mais au-delà de nous, c'est l'Afrique, c'est la lutte contre l'impunité. Et je me dis que nous sommes en train d'écrire l'histoire du Tchad, donner de la matière pour que tout le monde puisse avoir cette base, n'est-ce pas, de la lutte contre l'impunité.